Alors, j'avais choisi ce titre, ce qui ne peut être évité, il faut l'embrasser, parce qu'il me semblait que Shakespeare nous invitait à l'essentiel. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire face ou d'affronter, comme la rubrique dans laquelle le général Vincent Desportes et moi-même avons été invités à parler, mais comme si c'était une toile de fond angoissante, tendue devant les hommes d'action, mais bien d'embrasser les incertitudes que chacun perçoit à sa façon, qui offrent autant d'espace de liberté que de menaces, de se les colter, comme on dit en campagne, plutôt que de les invoquer pour excuser par avance les ratés du business as usual. Alors je vais laisser l'ingénierie financière, puisque ce n'est pas mon métier, à sa mission de transformer certaines de ces incertitudes en risques plus ou moins calculés et d'en dériver des supports plus ou moins masqués, pour me centrer sur la stratégie, que je connais un peu moins mal, stratégie précisément faite pour avancer malgré, ou plutôt grâce à l'incertitude. Incertitude qui est une composante irréductible de cette complexité qu'Edgar Morin a transformée en méthode pour comprendre et agir. Vous savez fort bien qu'en l'absence d'incertitude, le calcul et le programme suffisent et rendent donc la stratégie inutile, mais que si l'incertitude était absolue, la stratégie serait impossible. Fort heureusement, toutes les situations concrètes offrent des entrelacs, des entrelacements, des enchevêtrements de certitude et d'incertitude. Et c'est bien cet enchevêtrement-là qui appelle et qui justifie le travail et la réflexion stratégique. Stratégie qui ne peut jamais se réduire au seul calcul économique, n'en déplaise au prix Nobel d'économie Williamson, pas plus qu'à la résolution pavlovienne de problèmes ou de règles du jeu posées par les autres, qui refuse la seule poussée par les technologies et évidemment la dictature de l'instant. Mais stratégie qui s'efforce de créer des règles du jeu favorables pour l'entité considérée, de potentialiser l'entreprise collective, de lui préserver des degrés d'autonomie, tout en gérant les interdépendances qui font émerger certes des concurrences, mais aussi des alliés et des partenaires. Alors, stratégie, oui, mais laquelle ? Plus ce rêve de jardin à la française, malheureusement, dessiné sur le papier en ses moindres massifs, ou serait pensé par avance, par de belles mécaniques intellectuelles évidemment, toutes les décisions envisageables, selon tous les scénarios possibles, eux-mêmes conçus par les seules vertus du travail de l'esprit. Je laisserai cette vision datée et devenue contre-productive de la stratégie comme plan anti-hasard, tout en luttant contre ces corrélatifs, de mon point de vue, trop résistants dans l'éducation, la culture et la gouvernance à la française, une survalorisation de la formulation par rapport à la mise en œuvre, le fait de préférer souvent le jugement d'autorité à l'évaluation rigoureuse et le refuge dans la logique binaire qui ne convient pas à l'art stratégique. Dispositions qui portèrent de très grands et de très beaux projets, mais qui sont devenus largement incongrues dans un monde dense, fluide, frénétique et pressé, où la connexion des idées, les relations et les flux importent davantage que l'enchaînement linéaire des choses, les positions et les barrières que l'on croit établies. Descartes et Spinoza étaient des génies opposés, mais c'est bien ce dernier qui nous saisit par sa puissante actualité et sa pertinence, et notamment en n'oubliant pas les affects. Pas de planification donc, mais une conception pragmatique et heuristique de la stratégie, telle que viennent de la synthétiser le père du knowledge management, le grand Nonaka,
associé, ce qui est assez piquant, à un ancien garde rouge de Mao Tse-tung, devenu professeur de stratégie dans une honorable université britannique. La stratégie qu'ils appellent 6C, ce sont de grands communicants, est vue comme contingente, cheminante, continuée, co-créative, collective et courageuse. Alors je voudrais souligner simplement, pour finir rapidement, 3 points de rencontre majeurs avec mes propres convictions formées au fil de ces 45 années de recherche et d'expériences multiples en stratégie d'entreprise. Au premier chef, le caractère capital du contexte, des situations, des lieux et des moments, de la singularité et du sur-mesure contre l'idéologie du management hors sol, contre les règles universelles de la stratégie, du prêt-à-penser des meilleures pratiques, qui sont en général celles des plus forts, meilleures pratiques qu'il suffirait d'appliquer pour réussir. Intelligence des situations en les fréquentant de façon assidue d'abord, comme le font, me semble-t-il, mieux que d'autres, les ingénieurs et les technico-commerciaux de ces fameuses moyennes entreprises allemandes ou helvétiques performantes. Mais aussi en amenant ces terrains à soi, comme le permettent aujourd'hui les ressources de l'intelligence économique, pour reprendre un vocabulaire cher à Xerfi, également en interrogeant ceux qui les travaillent de façon approfondie et qui ne sont pas nécessairement les experts économiques médiatisés. Car les cartes créent aussi les territoires et le nombre de jeux de cartes n'est pas fini. Compréhension fine des contextes pour mieux nourrir les orientations délibérées au sommet de l'entreprise avec les émergences qui se révèlent seulement dans l'action et sur le terrain. Et donc, usage sans modération du dialogue et de la dialogique qui permettent de maintenir en tension créatrice les attracteurs qui sont toujours en lutte coopération, dans lesquels le tiers inclus, loin d'être la faute de raisonnement qui vous interdit de rentrer dans une école d'ingénieurs, est indispensable à l'entretien des dynamiques. Je veux dire par là qu'il n'y a pas de stratégie pertinente et efficace aujourd'hui sans immersion dans un écosystème ou dans des écosystèmes, qu'il n'y a pas de technologie légitime et efficace sans sociologie d'acceptation, qu'il n'y a pas de facteurs sans acteurs, qu'il n'y a pas de projet sans retour d'expérience, qu'il n'y a pas de centralisation sans décentralisation et qu'il n'y a pas d'autonomie sans interdépendance. À l'instar du skieur hors piste qui se réjouit de voir la neige tomber, il convient de se choisir pour un temps des terrains de jeu suffisamment vastes et reliés pour évoluer souplement et plus librement, d'entretenir le déséquilibre dynamique, la godille, pour ceux d'entre vous qui pratiquent, fort différente du juste milieu à la française, ou du curseur, introuvable et souvent inerte. D'utiliser, comme le font, paraît-il, les Asiatiques, les potentialités du terrain, le sens de la pente, de sentir les points de catastrophe, les seuils de rupture, les franchissements irréversibles qui vous amènent sur des barres rocheuses ou au fond des crevasses. Fort heureusement pour notre futur, les jeunes générations sont friandes de sports de glisse et de hip-hop, et elles sont parfaitement à même de sentir, beaucoup mieux que nous, ce que signifie le savoir assimilé par le corps, incarné, dirait Philippe Baumard, l'apprentissage opiniâtre pour parvenir à l'efficacité, à l'efficience et à l'esthétique du geste juste, ainsi que l'émulation du travail en équipe et en réseau, dans des mondes où les flux, les relations et les connexions démultiplient rapidement la puissance d'agir. En deuxième lieu, pointer le fait que ces dialogiques sont déboussolés
sans quelques points fixes qui nécessitent une vraie politique d'entreprise, ne se réduisant pas à X% de ROE tu rechercheras. Une gouvernance légitime et des dirigeants responsables, je m'excuse d'employer ce vocabulaire, comme l'intériorisation par chacun des infranchissables ou des lignes rouges éthiques. Était-il vraiment indispensable que le remarquable parcours de Volkswagen, construit intelligemment et pas à pas ces 20 dernières années, s'expose ainsi à des milliards de dollars d'amende, de pertes de capitalisation, de réputation, parce que certains, qui, comment, pourquoi, ont cru pouvoir s'en sortir par un trucage illusoire de logiciels. Belle incertitude auto-infligée. En troisième lieu, et pour terminer, une politique qui sait aussi intégrer l'inévitable récursivité entre les fins et les moyens qui se manifeste chemin faisant. Tout nouvel entrepreneur sent rapidement qu'il doit composer avec la rationalité causale, objectif moyen du plan d'affaires que lui réclament avec insistance ses financeurs et que n'ont pas manqué de lui enseigner ses formateurs, mais doit aussi bricoler astucieusement un business model effectif, viable et porteur, en mobilisant les moyens du bord, en faisant évoluer ses objectifs en fonction des ressources disponibles et des effets constatés, et en se forgeant progressivement une vision dans l'action, vision qui n'est pas première nécessairement, une vision qui s'affirme dans les rencontres, dans les dialogues, dans l'enrôlement de partenaires détenteurs de compétences nouvelles et qui s'engage vraiment avec vous. Bref, se construire et évoluer en même temps que son écosystème. Car la liberté créatrice ne va pas sans incertitude. Merci.